Nous sommes à la saison 2 de la série, donc si tu découvres la chaîne par cette vidéo, je t'invite avant tout à regarder la saison 1. Le lien est en description, bon visionnage. L'amiral Shen Gong s'est transformé en une bête de guerre et il félicite Sangguo pour s'être montré digne de sa personne. Il ne s'attendait pas à ce que le nécromancien arrête la porte du diable de cette manière. Il s'avère que Sangguo a invoqué de nombreux sbires à l'intérieur de la porte du diable. Les sbires font de leur mieux pour empêcher les créatures de la porte du diable de sortir à l'extérieur. Le mur de squelette ne s'effondrera pas facilement car Sangguo le renforce avec l'appel de la mort et la résurrection infinie. Cependant, le temps est du côté de la bête de guerre car il a activé son éveil après que Sangguo a eu à activer son premier éveil. Le premier éveil est le même pour presque tous les joueurs peuvent maintenir temporairement leur forme éveillée pendant une durée fixe. Sangguo doit se débarrasser de la bête de guerre avant que son minuteur ne soit écoulé. Il se dirige donc vers la bête de guerre car selon ses calculs, il devrait être supérieur en ce qui concerne les capacités physiques en raison de son premier éveil et de l'augmentation des statistiques du demi-dieu. Cependant, la bête de guerre esquive facilement la première attaque de coup de Sangguo, puis le frappe avec force dans les côtes. L'attaque était assez puissante et Sangguo a été projeté au loin. Il a commencé à saigner de la bouche car l'impact était trop fort pour lui. La bête de guerre informe Sangguo qu'il a investi la plupart de ses items et pièces d'or qu'il a reçus des butins pour acheter le meilleur équipement disponible. Cet équipement que possède cette bête de guerre ont coûté une somme en pièces d'or astronomiques, mais cela porte maintenant ses fruits. Sangguo essaie de se lever, mais il tousse toujours du sang. Voyant qu'il se lève, Shen Gong déclare que quelque chose de bizarre se passe ici, il est sûr à 100% qu'il lui a cassé les côtes, mais le nécromancien peut toujours bouger. Il s'avère que Sangguo a survécu à la dernière attaque grâce au cristal du chaos. Le cristal de chaos peut remplir son mana et son endurance à un rythme très rapide. La bête de guerre se demande si Sangguo se soigne grâce à un objet ou s'il s'agit d'une capacité de son état de demi-dieu, mais cela n'a plus d'importance car sa compétence de bête de guerre a déjà été lancée. Sangguo reçoit instantanément 3 trous dans son corps, la bête de guerre ne lui laissera pas le temps de se reposer. Il se précipite donc vers Sangguo avec son habileté de guerre. Sangguo tente d'élaborer un plan à sa manière, cependant, la bête de guerre dépasse ses attentes et l'évasion n'est pas non plus une option en raison du verrouillage de la zone. Sangguo est coincé dans la pire situation possible et il mourra sûrement s'il ne trouve pas une solution tout de suite. La bête de guerre rassemble toute sa puissance pour éliminer Sangguo pour de bon. Cependant, son attaque est déviée par l'épée de droit. Sangguo se souvient que dans le passé, bien qu'il ait choisi une classe 5 étoiles, il a dû affronter de nombreux dangers. Contrairement aux autres classes, il a dû affronter des monstres sans armes. Il a affronté des monstres qui avaient des capacités physiques supérieures à celles des humains. La première raison pour laquelle il a pu survivre à des capacités surpuissantes était à cause de droit. Dans la guerre actuelle, la bête essaie d'attaquer Sangguo, mais toutes ses attaques sont déviées par droit. Droit a des compétences de déviation et il peut dévier les attaques ennemies avec une grande facilité. Les seules exceptions à cette compétence de déviation sont les ennemis extrêmement grands ou les attaques à distance. La bête de guerre fait de son mieux, mais elle ne parvient pas à porter d'attaque à Sangguo. Sangguo lui dit que droit est son meilleur sbire qui a toujours dépassé ses attentes. Pour une fois, la compétence de déviation de droit échoue et la bête de guerre l'écrase en poudre. Avec une seule attaque, il se dirige rapidement vers Sangguo car il ne peut pas lui laisser suffisamment de temps pour préparer une autre attaque. Cependant, avant qu'il ne puisse écraser Sangguo, ses mains de guerre sont bloquées par le chevalier noir. Droit et Sangguo sont les principaux infligeurs de dégâts, tandis que le chevalier noir est un tanker. Ce dernier le repousse violemment. Ce qui permet à Sangguo de rappeler Droit grâce à sa compétence, et Droit se prépare à trancher la tête laide de la bête de guerre. Cependant il ne parvient qu'à trancher le dos de la bête de guerre. Shen Gong n'est pas encore mort, le dernier coup de droit a eu un certain impact sur lui. Il demande à Sangguo s'il est sûr de pouvoir bloquer l'entrée de la porte du diable en continuant tout simplement à lui prendre ses serviteurs. Sangguo lui dit que ses sbires ont été renforcés par le pouvoir des âmes et qu'ils peuvent tenir leur position. Certaines des bêtes démoniaques qui étaient déjà sorties de la porte du diable se précipitent vers le nécromancien. La bête de guerre informe Sangguo que ces bêtes démoniaques deviennent plus fortes à mesure qu'elles tuent des êtres vivants et qu'elles se sont entretuées et entremangées pour devenir plus fortes. Les bêtes se rassemblent derrière la bête de guerre et il dit au nécromancien que cette fois-ci, il manque de serviteurs et qu'il devrait peut-être rappeler ses sbires qui tiennent la porte du diable. Sangguo se rit de lui et lui dit qu'il a une autre carte dans sa manche. La bête de guerre devient furieuse en l'entendant. Jizuyun et les joueurs se précipitent vers la porte, car ils savent qu'ils mourront également dans cette zone fermée une fois que la porte du diable sera ouverte. La bête de guerre n'est pas sûre de la façon dont ses esclaves se sont échappés de leur prison bien sécurisée. En même temps, une quête de survie cachée appelée « Avant la porte du diable » apparaît. Les joueurs doivent survivre pendant 24 heures et ils recevront une carte d'expérience de rang C et divers paiements de récompenses supplémentaires pour avoir terminé cette quête. Il s'avère qu'une malédiction a été lancée sur cette terre et que la porte du diable est ouverte.
Bientôt, des êtres d'une autre dimension sortiront et piétineront tout. Les joueurs doivent survivre en utilisant toutes les méthodes disponibles car les bêtes démoniaques peuvent détecter les êtres vivants dans un certain rayon. Des récompenses supplémentaires seront données aux joueurs qui auront réussi à tuer certaines bêtes démoniaques. Les joueurs deviennent plus excités après avoir entendu les termes et conditions de cette quête cachée, et maintenant ils ont une autre raison d'arrêter ces bêtes. Sungwoo a également reçu une quête exclusive pour cet événement. Cette quête s'appelle « Le devoir du gardien » et son objectif est d'éliminer le boss. Pour ses récompenses, il peut choisir entre avoir le statut une divinité permanente et un billet de changement de classe. Les détails de la quête indiquent que l'invasion des bêtes de la dimension externe a commencé. Sungwoo aura le devoir de protéger cette terre en tant que gardien qui a repoussé des monstres d'une autre dimension auparavant. S'il élimine le boss principal de l'armée envahissante, il sera en mesure de transmettre un message d'avertissement puissant aux envahisseurs. Le boss, le gardien de la porte du diable, fera son apparition après la fin de la deuxième vague. Si Sungwoo ne parvient pas à éliminer la cible dans les 24 heures, le titre de gardien pourrait lui être retiré. Sungwoo pense que c'est sa chance d'obtenir un état de demi-dieu complet comme Han Gong-sok. En même temps, Ji-Yoon arrive pour donner un coup de main à Sungwoo. Même si la situation générale n'est pas bonne pour la bête de guerre, il est assez confiant, il ne voulait pas le dire, mais il s'est avéré qu'il était vraiment aveuglé. Sungwoo lui demande s'il a peur, et la bête de guerre lui dit que c'est le contraire. La bête de guerre se prépare pour une autre friction, il se précipite vers Sungwoo tout en lui disant que celui qui a le plus de pouvoir parmi eux survivra, peu importe que la personne la plus puissante soit lui ou le nécromancien. La bête de guerre utilise une main de guerre entièrement chargée sur Sungwoo, mais son attaque est bloquée par le chevalier de la mort. Il donne ensuite un coup de pied à droite avant que ce dernier ne puisse lui porter un coup. La situation sur le champ de bataille est plutôt équilibrée, mais le temps n'est pas du côté de Sungwoo, notre équipe manque d'opportunité de porter un coup décisif qui peut briser cette situation égale. La bête de guerre déverse une tonne de mana dans sa prochaine technique, ce qui lui coûte énormément et il crache du sang. Il utilise ensuite une compétence puissante appelée Tempête de l'âme. La bête de guerre cachait cette compétence puissante tout ce temps, et elle a réussi à faire beaucoup de trous dans le corps de Sungwoo. Il dit à Sungwoo qu'il ne pouvait pas utiliser cette compétence avant car elle consomme beaucoup de mana, mais maintenant tuer Sungwoo est la priorité, il doit donc y aller à fond. La bête de guerre doit saisir cette chance pour éliminer le nécromancien pour de bon, ou ses squelettes sans fin seront une énorme menace pour lui à long terme. Droit, le chevalier de la mort et Ji-Yoon se précipitent vers la bête de guerre pour l'arrêter, mais il recule pour éviter la tempête. Les lames de la bête de guerre chantent, et Sungwoo se fait à nouveau transpercer par de nombreux projectiles, mais avant que la bête de guerre ne puisse lancer une attaque de suivi, un autre prodige sur la Wyvern Alpha en pleurs fonce vers lui depuis le ciel. Anno s'écrase alors directement sur la bête de guerre, ce qui inquiète Ji-Yoon. Alors que la fumée se dissipe, Anno se relève des décombres. C'était une affaire serrée, mais il a survécu grâce à sa compétence de corps indestructible. Il s'avère qu'il a tué un monstre mineur en lui lançant un poignard, ce qui lui a à son tour accordé un corps indestructible pendant 5 secondes. Anno commence à se vanter d'être la carte maîtresse de son groupe. Il est trop fier et dit qu'il peut facilement battre le roi des pirates avec sa technique de corps indestructible. Pendant ce temps, la bête de guerre se relève, et Anno supplie Sungwoo de terminer la bête de guerre le plus rapidement possible avant qu'elle ne puisse sortir un autre tour de son chapeau. Sungwoo lui dit de se calmer car la victoire est déjà de leur côté à moins que la bête de guerre n'ait une compétence de soins ou des potions. La bête de guerre rit aux éclats en disant que son corps est en mauvais état et qu'il n'a même pas de moyen de se soigner. D'un autre côté, Sungwoo s'est déjà remis de toutes ses blessures, mais ce n'est pas encore fini pour la bête de guerre car elle a une quête exclusive pour cette classe appelée Azura, et bientôt sa quête sera terminée. Sa quête s'appelle « L'avènement du dieu de la guerre » et il doit tuer 100 000 individus au cours d'une guerre. En récompense, il obtiendra l'état de demi-dieu d'Azura. Les détails de cette quête indiquent que le monde est un champ de bataille et que la vie elle-même est un combat. Le seul vrai dieu de ce monde est le dieu de la guerre. Il doit donc tuer sans pitié et prouver qu'il est le vainqueur et le survivant final. Chaque meurtre compte, qu'il s'agisse d'amis ou d'ennemis. Si la bête de guerre ne parvient pas à terminer la quête dans un an, elle ne pourra plus jamais obtenir la divinité du dieu de la guerre. Il s'avère que la bête de guerre n'est plus qu'à 2 meurtres de son objectif de 100 000 meurtres. D'un autre côté, les bêtes se tuent et se font tuer à un rythme plus rapide. Bientôt, une notification apparaît devant lui, l'informant qu'il a terminé la quête. La bête de guerre est complètement soignée et son nouvel état de demi-dieu d'Azura s'active, ce qui renforce tous ses stats. Sungwoo devient nerveux après avoir été témoin de cela et ordonne à tout le monde de diriger leurs attaques vers la bête de guerre avant qu'elle n'active complètement son état de demi-dieu. Mais avant que Sungwoo ne puisse faire quoi que ce soit, la bête de guerre se fait frapper par une puissante attaque de foudre. La bête de guerre n'est pas sûre d'où vient cette attaque, mais Sungwoo, qui connaît bien la situation, sait que seul Han Gong-sok peut faire quelque chose comme ça. En même temps, Han Gong-sok est présent sur une île éloignée. Il s'avère que l'attaque de foudre a été lancée par lui, mais l'attaque est devenue plus faible car il était loin de la cible. Nul est assez énervé et demande à Han Gong-sok s'il est vraiment nécessaire d'utiliser un objet aussi puissant.
C'est un objet consommable légendaire appelé l'œil d'Horus. L'utilisateur de cet objet peut regarder sur de plus longues distances en fonction de la quantité de mana qu'il verse. Il peut également être utilisé pour les attaques à distance et il frappe la cible sans échec. Lorsque toutes les utilisations ont été consommées, cet objet disparaît, et il ne reste plus qu'une seule utilisation. Nul dit à Han Gang-sok que la bête de guerre est un joueur qui vient juste d'éveiller son état de demi-dieu et qu'il peut le prendre comme partenaire coopératif. Han Gang-sok confirme à Nul que le nécromancien est calculateur, mais qu'il a de l'affection dans sa personnalité, c'est pourquoi il peut emprunter sa force de diverses manières, comme en le convainquant, en faisant un marché ou en le menaçant. D'un autre côté, la bête de guerre est un animal et les animaux n'écoutent pas les mots. Avec cela à l'esprit, Han Gang-sok commence à se préparer pour la deuxième et dernière attaque de foudre. Cette fois, il verse beaucoup plus de mana que la dernière fois. Il tire ensuite l'attaque de foudre vers l'île des pirates. Après avoir été touché par l'attaque de foudre, la bête de guerre est complètement anéantie. Durant l'année précédente l'événement de jeu en Chine, Shen Gong mangeait une boule de riz tout seul, mais quelque chose a attiré son attention. Il y avait un chien qui voulait désespérément avoir de la nourriture. Shen Gong n'a montré aucun signe de pitié, et il a donné un coup de pied au pauvre chien. Il était en colère contre son directeur de construction pour l'avoir fait travailler dur comme un chien bon marché pour ne pas au final lui avoir payé le salaire approprié. Le chien s'est levé et a commencé à grogner contre Shen Gong, mais cette fois-ci, il n'était pas seul et il a appelé toute sa bande de chiens errants. Shen Gong est une personne calculatrice, il savait qu'il ne pouvait pas sortir de cette situation sans payer un prix sérieux. Alors il a jeté toute sa nourriture devant les chiens. Tous les chiens semblaient assez heureux après avoir reçu la nourriture. Shen Gong est devenu un peu triste à propos de sa vie misérable. Il est né dans un milieu pauvre et il n'avait pas de parents. S'il avait continué à vivre à ce rythme, il savait aussi qu'il rencontrerait plus de personnes toxiques et qu'il terminerait sa vie en tant que voyou de rue. Il a toujours voulu éviter ce résultat, alors il a commencé à travailler pour vivre comme une personne normale, et il savait avec certitude que les bonnes actions lui seraient rendues plus tard dans le futur. Le lendemain, Shen déplaçait des bûches sur la construction. Sa journée s'est terminée après avoir été assommé par le directeur de construction pour avoir commis une petite erreur. Il n'a nulle part où dormir, alors il retourne au temple. Au fil des jours, Shen devient de plus en plus épuisé car il ne reçoit pas une nutrition ou un sommeil approprié, et son travail est physiquement exigeant. Finalement, Shen a dû poser le sac car il était complètement épuisé. Et il a commencé à se demander pourquoi ces personnes étaient si méchantes avec lui et l'exploitaient à chaque occasion. Ne devrait-il pas s'entraider dans des moments difficiles comme ceux-ci? Mais pourquoi personne ne lui tend la main? Le directeur de construction gronde Shen Gong pour s'être reposé pendant les heures de travail, et cela le rend encore plus en colère. Tout à coup, l'écran de jeu apparaît devant tout le monde et il leur demande quelle est la meilleure classe pour survivre dans un monde déchu. Tout le monde sur le site de construction est confus face à ce changement soudain de temps et à ces étranges textes système. Un grand nombre de cartes contenant différentes classes apparaissent devant tout le monde. Le système leur rappelle qu'il leur reste 10 secondes pour choisir une classe. Sans y réfléchir à deux fois, Shen ramasse une carte aléatoire avec le plus grand nombre d'étoiles. Après l'expiration du minuteur, tout le monde revient à la réalité avec les armes et les compétences liées à leur classe. L'un des travailleurs de la construction meurt après avoir été poignardé et les autres sont alertés après avoir été témoins. Il s'avère qu'un grand nombre de gobelins avaient envahi leur site de construction. Les travailleurs commencent à courir dans la direction opposée, et le directeur de construction perd l'équilibre et tombe après avoir heurté un travailleur plus âgé. Le directeur de construction commence à crier à l'aide, ce qui attire l'attention de Shen Gong. Shen essaie de l'aider à se relever, mais le directeur de construction était une complète enflure et il a jeté Shen Gong par terre pour pouvoir s'échapper tout en utilisant Shen comme appât. Le directeur de construction remercie Shen d'être un simplet et d'avoir sauvé sa vie. Les gobelins se précipitent vers Shen pour le tuer. Shen Gong se demande si c'est le résultat de montrer de la miséricorde aux autres. Mais avant que les gobelins ne puissent le poignarder, un autre travailleur de la construction les tranche tous en utilisant une compétence de coupe-droit. Le travailleur de la construction a choisi une classe de guerrier et il dit aux autres travailleurs de se calmer et de se rassembler devant lui. Il regarde en arrière pour dire à Shen d'arrêter d'être un lâche et de se lever, mais Shen le poignarde dans la nuque car il pense que ce travailleur va simplement l'utiliser comme un bouclier de viande. Il prend ensuite sans pitié l'épée du guerrier et il pense que c'est une erreur, qu'il n'y a pas une telle chose dans la vie humaine. Ceux qui sont faibles finissent par mourir et les autres profitent de vous. Si vous êtes de nature gentille, il faut savoir que ce monde a toujours été un champ de bataille où les gens tuent ou se font tuer. Shen retourne au temple après avoir pris soin des travailleurs de la construction et des gobelins. Il a finalement décidé ce qu'il doit faire. Il survivra en engloutissant les faibles et en devenant plus fort. À l'intérieur du temple, les chiens mangent les cadavres de gobelins qu'ils viennent de tuer. Shen Gong félicite les chiens d'être forts et sans peur, mais lorsqu'ils s'approchent d'eux, ils deviennent extrêmement féroces. Shen Gong avait nourri ses chiens pendant plus d'1 an, mais maintenant ils sont prêts à le dévorer car ils n'ont plus besoin de lui.
Shen Gong devient furieux car il sait maintenant que les animaux seront toujours des animaux, peu importe combien vous prenez soin d'eux, il active une compétence de base appelée le début du fanatisme. Cette compétence supprime l'esprit ennemi avec du sang. Lorsqu'elle est réussie, l'ennemi subit une pénalité pour sa puissance physique et mentale, et il devient difficile pour l'ennemi touché par la compétence de maintenir une réflexion rationnelle. Elle peut également écraser des compétences comme le lavage de cerveau et l'hypnose. Les chiens sont submergés par la compétence et ils deviennent les esclaves de Shen Gong. Il leur dit de ne pas s'inquiéter car il ne les tuera pas pour le moment, car il a du travail pour eux. En même temps, un orque rouge entre dans le temple. Le monde est devenu un champ de bataille et il doit découvrir combien de temps il peut survivre à cette bataille. Après l'attaque de tonnerre de Han Gang-sok, l'atmosphère autour des actions de lui redevient stable. Une fois de plus, il est un peu triste de la perte de son objet puissant. Nul demande avec excitation s'il a réussi à se débarrasser de cette bête de guerre demi-dieu. Han Gang-sok l'informe qu'il a presque épuisé tout son mana dans ses 2 attaques, cependant, il semble qu'il a fait une faveur au nécromancien, plutôt que d'éradiquer complètement la bête de guerre. De l'autre côté, la bête de guerre est toujours en feu à cause de l'impact de la dernière attaque. Sengwo ainsi que son groupe regardent avec étonnement, car en surface il semble qu'il reste un bon morceau de la bête de guerre. Jisoo-yoon et Hanno pensent que peut-être que la bête de guerre s'accroche encore à sa vie avec environ un point de santé. Soudainement Shen Gong pousse un rugissement puissant et se demande s'il a déjà perdu la bataille. Sengwo se dirige vers lui et lui demande s'il la sent amère, parce qu'il a perdu à cause de l'intervention de quelqu'un d'autre. La bête de guerre lui dit qu'il n'est pas du tout amer, et il admet qu'il a perdu à cause de son manque de force. Depuis que le jeu a commencé, il n'a jamais montré de pitié à un humain, pas même une fois, alors il ne veut pas qu'on lui montre de la pitié, et il demande au nécromancien de l'achever. Après l'avoir entendu, Sengwo le tranche rapidement avec sa faux du faucheur, mais pourquoi ne pas utiliser l'épée sans maître? Sengwo reçoit 340 000 pièces d'or pour avoir puni le joueur exécutif de la faction des anges. En réponse à cela, la faction des anges augmente la prime sur sa tête à 75 millions de pièces d'or. Même Sengwo est choqué de découvrir que l'amiral Shen Gong est l'exécutif de la faction des anges. Il regarde le ciel et se moque de la faction des anges en disant que la seule chose qu'ils peuvent faire après avoir perdu leur exécutif, c'est d'augmenter la prime sur sa tête. Au même moment, Hanno informe Sengwo qu'il a trouvé un collier sur le corps de la bête de guerre. Ce collier est connu sous le nom de clé de la grotte du diable, il augmente le mana de l'utilisateur de sang, sa description dit qu'en le portant, le porteur peut être ignoré des attaques de monstres. Cependant, l'utilisateur ne peut obtenir cet effet que s'il fait un sacrifice humain à la grotte du diable périodiquement. La période de validité actuelle est de 23 jours, et chaque fois que la période de validité est renouvelée, l'utilisateur reçoit un objet de la porte du diable. Maintenant Sengwo sait comment l'amiral Shen Gong avait tant de mana et la plupart de ses objets puissants doivent provenir de cette grotte des démons. Sengwo pense à le détruire après avoir terminé la quête. Pendant ce temps, de l'autre côté il semble qu'il y ait un mouvement inconnu qui se déroule à la périphérie de la ville de Suwon. Quelques joueurs à grande vitesse se dirigent vers la ville, ils s'arrêtent sur le toit d'un bâtiment pour faire une pause de 10 minutes, et un des mercenaires demande à leur chef si c'est vrai que la demande que leur groupe de mercenaires a reçue cette fois-ci est de 3 500 000 pièces d'or. Le chef des mercenaires informe son subordonné qu'il n'a aucune idée du montant de la demande et qu'ils ont dû recevoir beaucoup d'argent parce que leur cible est la base principale du nécromancien. Ces mercenaires semblaient fatigués du voyage et le subordonné informe le chef que peu de personnes ont participé à cette mission parce qu'elle implique de se mêler au nécromancien. Le chef lui dit de ne pas trop s'inquiéter parce qu'ils auront terminé avec cette petite ville même avant que le nécromancien ne revienne. La société client la guilde de l'évolution ont même fourni des bons objets comme cet objet qui est un dispositif de reflux de mana. Il peut créer un retour de mana afin de rompre un sort. En l'installant près d'une barrière et en y versant du mana, il créera un trou dans la barrière après environ 10 minutes. Le chef des mercenaires dit que même le nécromancien ne pourra plus se déplacer librement une fois sa base détruite. En même temps, les sbires de Sengwo massacrent les monstres de la porte du diable. Pendant ce temps, Hanno dit à Jisoo-yoon et Sengwo de faire une expression digne pour leurs téléspectateurs, le couple le plus puissant de Corée. Hanno les informe ensuite que le direct s'est réellement terminé lorsque Sengwo a été touché par l'amiral Shen Gong. Ils peuvent modifier et télécharger juste assez de photos pour faire de la publicité et inciter les gens à penser que c'était une victoire unilatérale. Sengwo et Jisoo-yoon sont dégoûtés après avoir vu la grimace de Hanno. Sengwo a une quête de faction appelée Opération de contre-attaque, elle est de type attaque surprise et propagande. Il doit diffuser des scènes contenant de graves dommages causés à d'autres factions, en récompense il obtiendra une compétence de faction et un objet de faction. Sa description dit que les factions des anges et des démons surveillent l'apparition de nouvelles factions et se moquent de lui de différentes manières et mobilisent toutes les méthodes comme déclarer la guerre même avant que la faction ne soit établie. Cela ne sera qu'une mauvaise influence sur Sengwo et la réputation de sa faction. C'est pourquoi Sengwo doit répondre à cela en prouvant que ses ennemis ont tort et faire en sorte que plus de gens en soient témoins par le biais des diffusions.
Il y a également une condition à cette mission qui stipule que Sengwo doit frapper en premier avant que la faction des anges ou des démons ne le frappe, et dans le cas où la scène de la défaite de Sengwo est exposée, une pénalité lui sera infligée. En même temps, une autre notification apparaît, indiquant que la première vague de niveau est terminée. Il reste 2 vagues et les joueurs ont 20 secondes de temps de préparation avant la vague suivante. Sengwo sait maintenant que les bêtes démoniaques que l'amiral Shen Gong contrôlait n'étaient que de niveau 1, et maintenant des monstres plus puissants sortiront de la porte de l'enfer. Sengwo dit aux joueurs de ne pas s'inquiéter pour le moment, il est bien préparé à affronter tout ce qui va suivre. Il vient d'activer une puissante synergie cachée, elle nécessite un commandant de niveau 3 et 90 membres ou plus dans le groupe. Cette synergie augmente la puissance d'attaque et de défense de 7% et les joueurs infligent 3% de dégâts supplémentaires lorsqu'ils attaquent un seul ennemi ensemble. La deuxième synergie s'appelle Phalange de bouclier de niveau 2, elle nécessite 60 sbires ou plus équipés de boucliers et elle augmente considérablement la défense physique et magique. Il y a aussi une synergie de géant de niveau 5 active, elle nécessite 50 sbires ou plus de type géant, cette synergie augmente la réduction des dégâts infligés par les petits et moyens opposants de 40%. La quatrième synergie s'appelle Chevalier en armure, et Sengwo a renforcé tous ses sbires en utilisant l'exploitation des âmes. De plus, il ne reste que 15 minutes avant que les effets de la faux du faucheur et de la forme de loup-garou ne soient plus actifs une fois le minuteur écoulé. La porte de l'enfer s'ouvre et de grandes mains noires commencent à en sortir. Les monstres sortent de la porte de l'enfer et se rassemblent, une notification apparaît, indiquant que les joueurs de la zone sont oppressés par l'intimidation de la dimension extérieure. Ces derniers commencent à se sentir faibles, car toutes leurs statistiques baissent de 20%. Sengwo pense que peut-être l'amiral Shen Gong gardait ce collier à cause de ces gars-là. Les êtres de la porte de l'enfer sont terrifiants, mais il y a quelque chose de plus sinistre qu'eux. L'échelle massive des sbires contrôlés par Sengwo et leurs buffs font que ces monstres ressemblent à des fourmis devant eux. Sengwo et ses sbires commencent à bouger alors que les monstres sont encore un peu hésitants. Sans perdre de temps, Sengwo commence à trancher les bêtes et chacun de ces monstres rapporte plus de 500 000 pièces d'or après avoir été tués. Les joueurs qui regardent Sengwo en action sont émerveillés par sa puissance au combat. Sengwo essaie de relever le monstre tué en tant que l'un de ses sbires, cependant, une notification apparaît, indiquant qu'il ne peut pas relever un être de la dimension extérieure en tant que sbire. Il commence à se demander à quoi ressemble la dimension extérieure au-delà de cette porte. Mais il ne peut pas s'y rendre, il se concentre donc sur la tâche en cours. Au même moment, nous avons un aperçu de ce qui se passe de l'autre côté, les gens sur l'île de Guangua que Sengwo a libérés auparavant sont plutôt heureux de ses progrès. La cavalière Griffon était celle qui avait amené le nécromancien dans leur village, alors tous ont commencé à la louanger. Li est heureuse aussi, car la décision qu'elle a prise dans le passé s'est avérée plutôt utile pour elle et son île. De l'autre côté, le procureur regarde tout cela se dérouler avec son clan. Sengwo est en train de semer la pagaille parmi ses ennemis et le procureur dit aux autres que Sengwo est devenu beaucoup plus fort depuis qu'ils ne se sont plus vus. Seong Minhwa suggère qu'ils devraient devenir des alliés permanents avec le nécromancien ou ils seront anéantis par lui dans le futur. Seong Min informe qu'ils n'ont pas le temps pour cela car ils sont en pleine guerre. En même temps, sur l'île des pirates, les monstres font de leur mieux pour maîtriser les humains, mais ils sont facilement vaincus. Et Jisoo-yoon prévient les autres joueurs de rester en arrière car ces monstres sont bien au-dessus de leur niveau. Tout en tuant quelques monstres, Jisoo-yoon monte au niveau 17. Le champ de bataille est jonché d'explosions de cadavres et Anno diffuse en direct tout cela. Après quelques minutes, la deuxième vague est anéantie et il ne reste que 20 secondes avant que la dernière vague ne commence. Les joueurs humains commencent à réorganiser leur rang car il ne reste plus beaucoup de temps. Jisoo-yoon demande à Sengwo combien de temps il lui reste. Il s'avère qu'il ne reste que 8 minutes, donc Sengwo doit mettre fin à la prochaine vague de boss le plus rapidement possible. Cette fois le boss apparaîtra également, donc Sengwo pense à resserrer l'étau et à passer à l'offensive. Après 20 secondes, les yeux sur la porte commencent à clignoter, une sorte de particule commence à se rassembler à l'avant de la porte. Sengwo se rend compte que quelque chose cloche, une énorme tornade de feu se forme et Sengwo prévient tout le monde de reculer. En quelques secondes, ces invocations qui étaient couvertes de toutes sortes de buffs se transforment facilement en poussière. Une notification apparaît indiquant que le boss, le gardien de la porte des démons, est apparu. Ce boss est gigantesque et sa taille est presque la même que celle de la porte du diable, il semble qu'il est un attribut de feu. Le boss a un bâton magique dans la main, ce qui indique qu'il s'agit d'un être capable d'utiliser des sorts magiques. Une notification apparaît, avertissant tout le monde qu'ils sont opprimés par l'intimidation de l'être de la dimension extérieure et que toutes leurs statistiques ont diminué de 50%. Les joueurs de bas niveau ne peuvent même pas respirer devant une monstruosité d'une telle ampleur. Sengwo se rend également compte que ce boss est d'un autre niveau, il doit donc faire attention en lui réglant son compte. Peu importe la force de l'ennemi, Sengwo a toujours pu trouver une ouverture tant qu'il continuait à attaquer, c'est d'ailleurs ainsi qu'il a vaincu les boss qui étaient difficiles à affronter.
La faiblesse de ce monstre peut être exposée, mais cela nécessitera beaucoup de temps et il est sur le point de manquer de temps pour sa forme de demi-dieu. Le champion des ogres se prépare à utiliser son coup de poing puissance 1000. Après avoir rassemblé le mana, il libère toute sa puissance d'un seul coup, mais le monstre de boss invoque un bouclier magique et le bouclier annule facilement le coup de poing puissant. Sans donner au boss beaucoup de temps pour se détendre, tous les sbires se dirigent vers lui, ils ont réussi à l'acculer avec succès avec leur grand nombre et leur taille. Le monstre de boss a encore quelques cartes dans sa manche, il repousse les monstres à l'aide d'une puissante attaque de tornade de feu. Le sort de tornade de feu était assez massif et les joueurs qui l'ont vu étaient sous le choc. En même temps, Anno diffuse toujours en direct l'ensemble de l'événement, et il exagère sur la puissance du monstre de boss pour faire monter l'adrénaline. Même les joueurs qui regardent le direct pensent que c'est aujourd'hui que le nécromancien va mordre la poussière. Le monstre de boss a l'air assez en colère après cette dernière attaque, il commence à se diriger vers le nécromancien. Singwo commence également à se diriger vers lui. Jisoo-Yun et les autres joueurs ne savent pas pourquoi le nécromancien se dirige vers sa mort certaine. Singwo est sur le point d'être écrasé sous les pieds du monstre de boss, mais le monstre de boss fait un pas de côté. Personne ne sait pourquoi le monstre de boss vient de passer à côté en ignorant le nécromancien. Il s'avère que Singwo utilise la clé du collier de la voix du diable. En le portant, les monstres ignorent le joueur, et le joueur doit périodiquement continuer à sacrifier des humains à cet objet pour le garder actif. Singwo pense que même avec cette puissance écrasante, le monstre ne peut pas échapper à la puissance du système, mais même s'il a cet objet, le boss le reconnaîtra le moment où il l'attaquera. Singwo n'a pas besoin de beaucoup de temps et il se prépare à attaquer le boss. Le monstre de boss regarde en arrière après avoir ressenti une intention meurtrière derrière lui. Mais c'est trop tard, car Singwo a déjà utilisé toute sa puissance pour le poignarder de nombreuses fois. Même si le corps du boss est complètement déchiré, sa bouche fonctionne toujours, et il essaie d'avaler Singwo, qui utilise sa compétence Retour de l'Abysse pour invoquer tous ses sbires précédemment disparus. Il leur ordonne ensuite à tous de se lancer dans une attaque décisive contre le boss. Les sbires commencent à restreindre les mouvements du monstre et à le couper en morceaux. À la fin, le chevalier noir se prépare à porter le coup de grâce au boss. Il parvient à couper le boss en 2 morceaux et Singwo gagne 7 800 000 pièces d'or pour avoir chassé le boss de la porte du diable. Son niveau passe à 22 et le temps restant jusqu'à l'éclosion de l'œuf de dragon est maintenant réduit à 1932 jours. Singwo a obtenu le titre de chasseur de la porte du diable, sa puissance physique et son agilité ont augmenté de 3 points et son immunité contre la malédiction a augmenté de 10%. Il est assez satisfait de ses progrès, et maintenant il doit choisir une carte de compétence de niveau. Il choisit une nouvelle compétence appelée Invocation de Spectre. Cette compétence consomme 70 points de mana et invoque 2 fantômes sans forme connus sous le nom de spectres. Les spectres ne subissent pas de dégâts physiques, ils peuvent traverser les obstacles et fournir une visibilité, ils appliquent des malédictions comme la peur et la réduction de la vitesse de déplacement aux adversaires de bas niveau. Il ne reste plus qu'une chose à faire, mais sa forme d'Anubis est sur le point d'expirer, donc entrer dans la porte des démons sera un suicide pour le moment. Une notification apparaît, indiquant à Singwo qu'il peut sauvegarder le niveau de la porte des démons dans le parchemin. Le niveau de difficulté de la porte des démons augmentera de 1 s'il le sauvegarde. C'est une bonne chose pour Singwo, car si la difficulté augmente, les récompenses augmenteront également, il sauvegarde la porte des démons dans le parchemin, et cela modifie la description de la porte des démons. Désormais, la porte des démons s'ouvrira sur le 2e étage au lieu du 1er étage. Lors de son utilisation, cet objet ouvrira une porte menant à la grotte des démons pendant 36 heures. Singwo peut obtenir des objets très rares en explorant l'intérieur de cette grotte. Cependant, il n'est pas recommandé de relever le défi de la grotte de manière inconsidérée. Une fois que la porte des démons est ouverte, le joueur peut entrer à l'intérieur, mais les monstres à l'intérieur de la porte peuvent également sortir. Le niveau recommandé pour explorer la grotte est de 43. Tous les joueurs qui ont survécu à cette bataille commencent à acclamer le nécromancien. Après un certain temps, la limite de temps pour la forme d'Anubis expire et Singwo ressent une forte douleur en raison de la diminution de ses statistiques. Une autre notification apparaît, félicitant Singwo pour avoir terminé la quête exclusive appelée Devoir du Gardien. Il peut maintenant choisir entre un état de demi-dieu régulier ou un changement de classe. Singwo n'a pas besoin d'un changement de classe, il pense que Anno est le seul de son groupe à avoir besoin d'un changement de classe, mais Anno utilise maintenant sa classe au maximum et son potentiel de croissance pourrait être le plus grand. Singwo choisit l'état de demi-dieu permanent, il peut maintenant choisir entre 3 demi-dieux de la mort. Le premier est Anubis, le deuxième est Thanatos, également connu sous le nom de dieu du sommeil, le troisième est appelé Yama. Singwo pense qu'il y a plusieurs dieux liés à la mort, mais il ne peut choisir que parmi ces 3. Il est curieux de connaître les capacités des autres demi-dieux et moi aussi sérieusement. Je suppose que c'est aussi ton cas, alors laisse-moi un commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer des histoires de ce calibre.
Sengwo n'a pas beaucoup de choix et se décide enfin et choisit Anubis, le dieu de la mort. Son pouvoir de demi-dieu actuel est au niveau 1. Il peut activer son état de demi-dieu pendant 1 heure par jour. Après avoir activé l'état de demi-dieu, toutes ses statistiques augmenteront de 10% et il peut également se transformer en liche pendant 1 heure. Désormais, Sengwo n'a plus besoin de la capsule de transformation en bête sauvage, mais le temps pour maintenir la compétence n'est pas très long. Mais pour le moment, il est au niveau 1, alors peut-être que cela augmentera une fois que son niveau de demi-dieu aura augmenté. Les joueurs remercient Sengwo du fond du cœur et ils lui disent qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour lui. Ils ont également entendu dire que Sengwo formait une 3e faction, alors ils lui ont demandé s'il pouvait rejoindre sa faction. Sengwo leur dit qu'il reste encore un peu de temps avant que la 3e faction ne soit formée, puis il leur demande pourquoi ils veulent rejoindre la 3e faction. Le joueur regarde autour de lui pour rassembler ses pensées. Il dit alors à Sengwo qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité dans ce monde, et puisqu'ils ont été sauvés par lui, ils peuvent compter sur son aide à l'avenir. Sengwo leur dit de rejoindre la faction des démons ou des anges s'ils souhaitent toujours compter sur quelqu'un d'autre pour les protéger, car il ne fera pas cela. Il commence à partir et le joueur lui demande curieusement quel est le but de cette 3e faction, et quel peut être son but dans un monde comme celui-ci, autre que la sécurité. Sengwo lui dit que choisir la 3e faction était dû à une simple coïncidence, mais briser la statue de l'ange était parce qu'il était sûr de quelque chose qui ne peut devenir possible que si l'on sort du contrôle de la faction des anges ou des démons. Sengwo informe les joueurs qu'il forme cette 3e faction afin de trouver une solution à ce phénomène ridicule. Il n'acceptera pas les gens au hasard dans sa faction, il rassemblera des personnes ayant le même objectif que lui et verra ce jeu jusqu'à la fin. Le joueur dit à Sengwo qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts à le rejoindre. Sengwo demande à Anno si la diffusion est terminée et en même temps, il reçoit une notification système. Le système le félicite pour avoir terminé la quête de faction. En récompense, il recevra une compétence de faction et un item de faction. Anno se précipite rapidement vers Sengwo pour lui dire qu'il a reçu un appel d'urgence de la ville de Suwon. Il s'avère que quelqu'un a attaqué leur ville en leur absence. Sengwo s'inquiète et il dit à tout le monde de se préparer car ils s'y rendront le plus rapidement possible, mais avant qu'ils ne puissent partir, Anno l'informe que les joueurs de la ville de Suwon ont déjà capturé les intrus sans subir de dégâts. Le monde entier s'est transformé en jeu, personne ne sait si ce jeu a été créé par Dieu ou par le diable. Il peut également s'agir d'un complot d'un être inconnu ou d'un rêve, mais plus personne ne se soucie de cela maintenant car peu importe d'où viennent les quêtes, les gens sont plus préoccupés par la façon de les terminer et de survivre un autre jour. Ces quêtes tiennent les joueurs en haleine la plupart du temps, ils n'ont donc pas le temps de réfléchir à ces choses. Et Ansok est en train de lire un post sur les forums qui dit que le nécromancien est le seul à essayer de trouver une solution à ce phénomène. Le post a 11 000 vues et il dit qu'il a réalisé quelque chose en regardant la diffusion de la répression des pirates. Cela l'a amené à se demander pourquoi le monde est devenu comme cela, et après y avoir réfléchi, sa colère a refait surface. Ils ne savent même pas ce que les factions des démons ou des anges complotent, alors il essaiera de soutenir la 3e faction du nécromancien. Ansok lit les commentaires des autres joueurs sur ce post, et la plupart d'entre eux sont en faveur du nécromancien. Il semble que la dernière diffusion de Sengwo a laissé une impression profonde sur de nombreux joueurs. En même temps, les croisés sont en train de perdre aux yeux du public et ils reçoivent des commentaires indiquant que les diffusions des croisés sont ennuyeuses. Même si les croisés diffusent en direct une guerre, cela ressemble plus à une bataille de rue comparée au raid de l'île des pirates. Les joueurs essaient de s'approcher d'Ansok alors qu'ils se demandent si sa décision de rejoindre la faction des anges était la bonne. Pendant ce temps, de l'autre côté, la cavalière Griffon a rassemblé tous les habitants de l'île, elle les informe qu'ils sont actuellement faibles, ils devraient donc commencer à chasser les monstres aujourd'hui. Son père lui dit de se calmer une seconde. Il informe sa fille qu'elle se précipite, et qu'il devrait adopter une approche lente et calme de cette activité de chasse. Les nouveaux membres de l'île Guangua informent la cavalière Griffon qu'ils ont déjà un plan en tête. Aion informe son père qu'ils ne peuvent pas se cacher éternellement et qu'à partir de maintenant, ils investiront toute leur main-d'œuvre et leur infrastructure de récupération pour leur croissance personnelle. Les habitants de l'île sont également d'accord avec elle car ils savent qu'ils doivent devenir plus forts et qu'ils ne peuvent pas compter sur le nécromancien pour toujours. Aion est déterminé à faire de son île un pilier important de la 3e faction. Pendant ce temps, sur l'île des pirates, Sengwo et son groupe se dirigent vers le trésor des pirates. Anno a trouvé 2 poignards, ces poignards sont appelés poignards fantômes et leur description dit que lorsque vous les balancez, il y a une chance de tirer une lame fantôme qui a la forme d'une lame, mais son temps de recharge est de 10 secondes. C'est la première fois que Anno obtient une arme puissante et il est trop excité à l'idée de les utiliser dans un combat réel. Il pense que peut-être maintenant, il peut tuer quelqu'un comme le seigneur vampire en quelques secondes. Le trésor des pirates est rempli d'objets uniques et de pièces d'or. Sengwo laissera quelques objets en or derrière lui pour les habitants de l'île des pirates afin qu'ils puissent se remettre rapidement de cette situation.
Parmi les trésors, Sengwo a trouvé un objet de niveau spécial. Cet objet est appelé coffre-fort de serment, et il appartient à la catégorie finance. Une partie de l'or gagné par le joueur contracté est automatiquement déposée dans celui-ci. Sa description dit que l'on peut enregistrer un contrat en posant sa main sur le coffre-fort. La partie applicable de l'or gagné par le contractant est automatiquement déposée dans le coffre-fort et le propriétaire du coffre-fort peut déterminer le taux de collecte. Il a un taux de collecte de 50%, 67 858 248 pièces d'or sont dans celui-ci, et il y a 119 membres enregistrés. Après avoir terminé cette quête et utilisé le coupon d'expérience Jisuyun est passé au 5e rang du serveur coréen. Le nouveau classement du serveur coréen est le suivant. Han Gang-sok est au premier rang au niveau 22, Sengwo est en deuxième position au niveau 22, le docteur est le troisième au niveau 20, le procureur en quatrième au niveau 19 et Jisuyun est en cinquième position au niveau 18. Hano dit que les rangs 2 et 5 sont dans la troisième faction et cela aura un impact positif sur leur faction. Cela étant dit, Sengwo ouvre le portail de retour de l'arbre monde et il retourne chez eux. Sengwo a rapporté une tonne d'armes uniques pour les joueurs de la ville de Suwon. Ces derniers n'ont jamais vu autant d'objets uniques et rares en un seul endroit auparavant. Le lancier Kyongso est assez émerveillé après avoir vu la qualité de ses armes. L'une des joueuses prend un arc à triple tir tandis qu'un autre joueur prend un bouclier et une armure. Le père de Hano dit qu'avec l'aide de ces armes, ils surpasseront bientôt même les croisés. Sengwo leur demande des informations sur les intrus qui ont attaqué la ville en son absence. Le lancier Kyongso commence à expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Certains des joueurs patrouillaient à l'intérieur de la ville. L'un des joueurs a demandé à son chef s'il était nécessaire de faire des patrouilles comme celle-ci, car ils avaient la barrière de l'arbre monde. Le gros à lunettes dit qu'il ne devrait pas se fier uniquement à la barrière car dans les jeux et les romans il existe des capacités ou des objets qui peuvent contrer ce type de barrière, tout comme la façon dont ces gars-là essaient d'utiliser un objet pour pénétrer dans la barrière. Les joueurs paniquent et leur chef leur dit de se cacher. Le gros à lunettes commence rapidement à signaler cet incident à ses supérieurs. Après un certain temps, l'assassin Peter demande à son sbire combien de temps supplémentaire est nécessaire, et le sbire dit qu'ils sont presque prêts. Après quelques secondes, l'objet commence à fonctionner et un petit trou apparaît dans la barrière. Le chef des assassins ordonne à tout le monde de se dépêcher d'entrer et de tuer toutes les personnes vivantes à Suwon. Sur leur chemin, ils rencontrent des clôtures. Tout à coup, les joueurs de la ville électrifient les clôtures en même temps, des hommes armés d'arbalètes postés sur les bâtiments visent sur les assassins. Le chef des assassins dit à ces hommes qu'ils sont piégés, ils devraient utiliser les bâtiments pour sauter par-dessus la clôture. Et alors qu'il était sur le point de les prévenir à propos des arbalètes, il sent quelque chose venir à sa rencontre, mais avant qu'il ne puisse réagir, il est anéanti par un rayon de feu. Le lancier Kyongso a informé Sengwo que la moitié des assassins sont morts dans cette première attaque et que l'autre moitié s'est rendue. Sengwo félicite le lancier Kyongso pour sa réactivité, et ce dernier l'informe que les captifs sont séparément enfermés dans les deux entrepôts à l'intérieur de la galerie d'art. La plupart d'entre eux ont été gravement brûlés et sont soignés, donc Sengwo les visiteront plus tard. Sengwo est libre pour le moment, il vérifie donc ses récompenses pour la quête exclusive. Il a obtenu une compétence de base appelée coffre-fort de la troisième faction. Cette compétence consomme une certaine quantité d'or, elle ouvre un inventaire qui peut stocker ou partager des objets dans le sous-espace. Si les joueurs ont l'autorisation, ils peuvent l'utiliser n'importe où. Chaque fois qu'un objet est stocké, il consomme 100 000 pièces d'or et un total de 10 objets peuvent être stockés dans celui-ci. L'objet qu'il a obtenu à partir de la quête exclusive est un drapeau spécial. Ce drapeau est connu sous le nom de drapeau de la troisième faction. Une fois le drapeau posé, un buff sera donné aux joueurs appartenant à la troisième faction dans un rayon de 900 mètres. Ce buff augmente toutes les statistiques de 1 et peut être renforcé ou affaibli en fonction de la puissance de la faction. Sengwo pense que ces objets et compétences sont différents des compétences ordinaires et qu'ils sont temporaires. Sa faction n'est pas encore complète et comparée aux deux autres factions, elle est encore insignifiante. Les objets et les compétences que les autres factions fournissent à leurs partisans sont bien supérieurs à ce qu'il a actuellement. En même temps, une notification apparaît, indiquant que l'arbre monde a atteint le niveau 2 et son taux de croissance actuel est de 15%. Sengwo sait bien que rivaliser avec ces deux factions ne sera pas facile et qu'il a besoin de créer une organisation beaucoup plus solide et suffisamment forte pour se suffire à elle-même sans les buffs. Pendant la nuit, Sengwo se dirige vers la zone de la prison. Le chef des assassins a informé Sengwo qu'ils appartiennent à la Société des Assassins. Leur entreprise est assez connue comme une entreprise qui prête sa force à ceux qui peuvent se permettre d'acheter leurs services. Sengwo d'un air menaçant dit qu'il semble que ce sera leur dernier jour de gloire. Les assassins supplient Sengwo de les laisser vivre et disent qu'ils ont attaqué cet endroit à cause de leur entreprise et qu'ils n'avaient rien de personnel contre le nécromancien. Jisuyun s'approche du chef et lui dit qu'elle a une rancune personnelle contre eux. Maintenant, le chef dit qu'il ne sait pas grand-chose, mais une fois que leur entreprise découvrira qu'ils ont échoué et ont été capturés, ils enverront un négociateur.
Sungwoo pense que quelque chose ne va pas avec le cerveau de ce gars-là, car il pense que la négociation est encore possible après avoir commis quelque chose comme ça. Ano dit que ces gars-là sont drôles et qu'il pense que ces trucs de tuerie ne sont que du business. Sungwoo leur dit qu'il attendra ce négociateur avant de prendre la décision finale. Le lendemain, 2 nouveaux joueurs arrivent sur les abords de la barrière de l'Arbre-Monde. L'un des joueurs dit qu'il est venu ici en tant que négociateur de la Société des Assassins et il demande aux gardes s'ils peuvent le conduire au nécromancien. Les gardes commencent à les escorter vers leur chef. Le négociateur pensait que ce travail était assez facile, mais ils ont quand même échoué. Quelque chose a du mal tourné ou leurs informations étaient incorrectes. Pour le moment, c'est le danger le plus important qu'ils aient affronté depuis la création de leur entreprise. Ils arrivent finalement dans la salle du trône où Sungwoo et son bras droit et bras gauche les attendent. Sungwoo lui a demandé s'il était venu ici en tant que négociateur. Tout à coup, le négociateur commence à se sentir submergé par une aura sombre. Sungwoo dit au négociateur de commencer à parler. Le négociateur se présente comme le chef d'équipe du département de négociation de la Société d'Assassins. Il peut sentir une soif de sang écrasante l'envahir et il s'excuse auprès de Sungwoo pour les ennuis qu'ils lui ont causés. Sungwoo lui demande si la Société d'Évolution était derrière ce contrat. Le négociateur dit que la Société d'Assassins est très stricte avec ses règles et qu'ils ne peuvent pas révéler les informations de leurs contractants. Sungwoo lui dit de se taire, car les dirigeants de la Société d'Assassins qui ont accepté le contrat sont probablement en train de s'enfuir pendant qu'il leur fait gagner du temps. Le négociateur dit que ce n'est pas vrai. Le négociateur pensait que le nécromancien était censé être le héros du serveur coréen. Il se disait initialement que le nécromancien laisserait passer s'il le suppliait un peu et lui donnait quelques récompenses pour le satisfaire. Sungwoo se lève et dit que leurs dirigeants auront l'air s'ils ne s'enfuient pas après cette bourde et il demande aux négociateurs comment ils vont gérer la représaille de sa part. Tout récemment, il a fait clairement comprendre quand ce terroriste qui m'a essayé d'attaquer sa ville qu'il anéantirait tous ceux qui essaieraient de s'en prendre à sa ville. Le négociateur perd son calme et il pense que les événements qui se déroulent en ce moment sont différents de ce qu'il attendait. Sungwoo lui dit qu'il a le droit de se taire car il peut facilement récupérer des souvenirs à partir de son cadavre. Sungwoo le tuera d'abord, puis utilisera ses souvenirs pour trouver les coordonnées de leur quartier général, puis il massacrera toute la société d'assassins. Il donne au négociateur 10 minutes pour changer d'avis ou il fera ce qu'il vient de dire. Le négociateur ouvre rapidement le sac qu'il portait, il y a beaucoup de gemmes coûteuses et d'objets rares dans le sac, et il dit à Sungwoo qu'ils sont prêts à payer le juste prix pour leur tort. Sungwoo pointe sa faux vers son cou et dit au négociateur qu'il n'a pas le temps de tuer tous les membres de leur entreprise et de chercher dans leurs souvenirs un par un, alors il lui dit d'apporter les coordonnées de la base principale de la Société d'Évolution. Une fois la réunion terminée, le négociateur quitte rapidement la ville de Suwon. Ano demande à Sungwoo si c'est la chose à faire car il y a une possibilité qu'ils reviennent et joignent leurs forces à celles de la Société d'Évolution pour les déstabiliser. Sungwoo dit que s'ils gèrent vraiment une entreprise organisée, ils resteront du côté qui leur profite le plus, et même s'ils rejoignent la Société d'Évolution, ils ne sont pas assez forts pour lui résister. Sungwoo pense que se débarrasser de la Société d'Évolution est le seul problème qui reste dans le serveur coréen. Le lieutenant Kim vient et l'informe qu'ils ont vu une sorte d'herbe briller dans les chaînes de montagne, alors ils l'ont ramassée et il s'est avéré que c'était des objets. Cette herbe est une herbe de guérison de qualité rare. Elle a l'effet de faire récupérer rapidement des blessures lorsqu'elle est consommée. Les joueurs peuvent obtenir un meilleur effet en la transformant et si elle est consommée régulièrement, elle peut entraîner une augmentation du mana. Il y a une autre herbe dans le mélange appelée racine de l'abîme. C'est une herbe qui a subi une mauvaise influence. Elle diminue la vitalité lorsqu'elle est consommée et un meilleur effet peut être obtenu en la transformant. Sungwoo pense que peut-être ces herbes poussent sous l'influence de l'arbre-monde et il dit à ses hommes de les manipuler avec soin. Le lieutenant Kim dit qu'il prévoit de construire une salle de fabrication de potions et qu'ils ont quelques personnes qui ont la classe d'alchimiste. Bien qu'elles ne soient pas encore très compétentes, ils devraient être en mesure de mener des expériences et d'apprendre lentement à fabriquer ces herbes. Sungwoo est assez heureux car il sait que les potions jouent un rôle très important dans une situation de vie ou de mort, et s'ils en font bon usage, ils pourraient obtenir des buffs très puissants. Ano appelle Sungwoo et lui dit que son père a été mis à niveau, et son père lui demande ce qu'il veut dire par mis à niveau comme s'il était un objet. L'arbre-monde a commencé à lancer sa capacité classée et maintenant, il ne nécessite plus de mana ou d'or pour étendre la zone de sécurité. Il a également obtenu un message système lui indiquant qu'il avait obtenu une compétence secondaire appelée œil dans les airs et qu'il était capable de regarder près de la barrière lorsqu'il fermait les yeux. Et ce n'est pas tout, au maximum 3 personnes peuvent être connectées à cette compétence et regarder près de la barrière. Le père de Ano annonce fièrement qu'un jour son bouclier dépassera cette ville et couvrira le monde entier. Ano dit que s'il en est ainsi, il n'a pas besoin d'argent et qu'il peut donner son portefeuille à son fils. Le père de Ano est un peu réticent à donner le portefeuille et il demande à son fils de ne pas le prendre, tandis que Ano lui dit qu'il n'est plus apte à prendre soin de l'argent et qu'il a de mauvaises habitudes comme perdre de l'argent dans les jeux de cartes.
Puis, une poursuite entre Anno et son père commence. Une autre notification apparaît, leur indiquant que l'abondance de l'arbre divin est accordée dans la zone. Cet effet augmente le taux de fabrication d'objets de 50% et augmente les chances d'obtenir des options supplémentaires lors de la fabrication de 10%. Il réduit également les coûts de fabrication d'objets de 10%. Sengwo pense que l'arbre monde donne tellement d'avantages, cependant il n'a grandi que jusqu'au niveau 2, et une fois qu'il aura complètement grandi, ils pourront facilement élargir l'écart de niveau entre lui et les autres groupes. En même temps, le gang de motards se précipite vers Sengwo. Tazong l'informe qu'ils ont trouvé un nouveau magasin, mais il y a quelque chose de bizarre avec ce dernier. Tazong a essayé de confirmer le rang du magasin, mais il a affiché un panneau interdit d'accès. Sengwo devient excité après avoir entendu parler de ce magasin secret et il demande à Tazong l'emplacement du magasin. Lorsque Sengwo a vaincu le mâle Alpha Wyvern, il a obtenu un coupon pour un magasin secret, et maintenant, il pourra l'utiliser dans ce magasin secret. Après un certain temps, Tazong arrive à un supermarché avec Sengwo. Il s'arrête près d'un mur statique qui restreint l'entrée des joueurs sans le coupon. Sengwo s'approche du mur statique et utilise son coupon secret. Tout le gang de motards a précédemment essayé d'entrer dans le magasin, mais ils ont tous été rejetés par celui-ci, et maintenant, leur chef y entre facilement. La dernière fois que Sengwo a visité le magasin secret, les objets affichés étaient aléatoires, et il devait choisir quelques objets avancés à acheter dans les 10 secondes. Il était également limité par sa réserve d'or à l'époque, mais maintenant, l'or qu'il possède est de plus de 148 millions. Il y avait un objet qu'il voulait désespérément acheter, mais s'il a de la chance, il pourrait l'acheter cette fois-ci. Après que Sengwo se soit assis, une notification apparaît, l'informant que 5 objets soigneusement sélectionnés seront révélés un par un. S'il souhaite acheter un objet, il doit dire acheter. Le temps donné pour prendre sa décision est de 10 secondes comme précédemment, et une fois les objets passés, ils ne peuvent plus être achetés. Le premier objet s'avère être un ensemble de potions de rang spécial, les 5 potions curatives. Ces potions guérissent toutes les conditions anormales et le prix de ces potions est de 3 millions de pièces d'or. Sengwo a sauté ces potions la dernière fois en raison d'un montant d'argent peu élevé, mais maintenant il nage dans l'argent, alors il les achète. Le deuxième objet est un manteau de rang légendaire. Il s'appelle le manteau d'Azura et augmente l'agilité de 2 points et l'endurance de 3 points. Lorsque le porteur joint ses mains, ce manteau active les 4 bras qui y sont intégrés. Ils peuvent être maintenus pendant 10 minutes et ont un temps de recharge d'1 heure. Le prix de cet article est de 6 millions de pièces d'or. Cet objet va être super utile car il a le même effet que l'état de demi-dieu Azura de la bête de guerre. Le prix de cet objet est le double du précédent et dans l'ensemble, c'est un bien meilleur objet que le manteau du roi de l'ombre, mais il ne peut pas l'échanger pour le bien de l'ensemble de ses facultés de l'ombre. Sengwo achète quand même l'objet et il pense à l'offrir à son ami Anno. Le troisième objet est un consommable de rang spécial. Cette clé s'appelle la clé maîtresse, elle peut ouvrir toutes les serrures et après une utilisation, elle sera détruite et son prix est de 9 millions de pièces d'or. La clé maîtresse est un bon objet, mais le seul coffre qu'il ait trouvé jusqu'à présent est le coffre mimique. Tout à coup, il pense que peut-être qu'il peut être utilisé pour libérer les restrictions de zone et les barrières. Sengwo l'achète et il va le garder sur lui jusqu'au jour où il devra peut-être l'utiliser. Le troisième objet est un masque de rang légendaire, ce masque s'appelle le visage fantôme. En le portant, les dégâts infligés avec une épée augmentent proportionnellement à l'agilité, il permet à l'utilisateur de détecter la présence des personnes autour de lui plus clairement de 20%. Sengwo pense que Jisuyun a le plus besoin de cet objet car sa compétence de détection est presque inutile. Sans trop réfléchir, Sengwo appuie sur le bouton d'achat. Une autre notification système apparaît, indiquant à Sengwo d'acheter des objets la prochaine fois après avoir lu toutes les informations fournies par le système. Une grande lumière clignote avant que le dernier objet ne soit révélé. Sengwo est émerveillé en regardant le dernier objet, il s'agit d'un arc de rang mythique. Cet arc s'appelle l'arc lourd céleste. Les gens ordinaires ne peuvent pas tirer sur sa corde d'arc car une force physique supérieure à 100 est requise pour l'utiliser. Il forme automatiquement des flèches une fois la corde d'arc est tirée et active la compétence appelée chute des dieux. C'est une compétence qui crée une large gamme d'explosions et de flammes autour du point où la flèche touche. Le joueur doit faire attention en l'utilisant, car elle peut dévaster une zone entière. Le compte à rebours de cette compétence est de 10 jours. Il existe un effet de cette non confirmé qui s'active lorsque l'on possède une flèche lourde céleste. Le prix de cet objet est de 15 millions de pièces d'or. Sengwo n'a jamais rien vu de mythique autre que le siège de l'arbre monde, mais cet objet mythique est sorti d'un magasin secret. En regardant l'influence de l'arbre monde, il sait avec certitude que la signification d'un rang mythique n'est rien de léger, et les conditions pour l'utiliser sont également assez difficiles. Étant donné que Sengwo n'a que 37 points de force, il faut une force de 100 points pour tirer un seul coup. Même s'il se stack avec toutes sortes de buffs, comme la forme de Lich et d'Anubis, 57 points sont la limite maximale qu'il peut atteindre. Ce n'est pas un objet que Sengwo peut utiliser pour le moment. Il n'a jamais utilisé d'arc auparavant, mais il l'achètera quand même et le gardera en attendant.
Cette fois, il a vraiment décroché le jackpot avec le magasin secret et il ne sait pas quand il pourra mettre la main sur un tel objet à l'avenir. Alors il décide de cliquer sur le bouton d'achat, mais le minuteur continue de décompter. Seung-woo devient agité et il commence à cliquer frénétiquement sur le bouton d'achat et à dire acheter encore et encore. Finalement, il achète l'objet et la notification système l'informe que la session de magasin secret est terminée et qu'il quittera automatiquement le magasin dans 10 secondes. Seung-woo voulait vraiment acheter l'ensemble du Roi de l'Ombre, mais ces objets n'étaient pas en vitrine. Il a quand même de bons objets. Les objets du magasin secret sont principalement sélectionnés aléatoirement, donc ses chances d'obtenir ce qu'il veut sont minces. S'il parvient à obtenir tous les objets appartenant au Roi de l'Ombre, il est sûr qu'il pourra obtenir un énorme pouvoir. Après être retourné à Suwon, Seung-woo donne le manteau d'Azura à Ano, ce dernier devient très heureux et active immédiatement le manteau, il informe Seung-woo qu'il possède maintenant la puissance de l'amiral pirate Shen Gong qui a failli l'anéantir. Seung-woo dit qu'il n'a jamais été battu par lui, puis Ano fait une drôle de tête en lisant une vidéo secrète où Seung-woo est sur le point de mourir, en même temps Ji-Yoon a également reçu son cadeau et elle sourit comme une maniaque. Ano informe Seung-woo qu'il a apporté le cadeau au bon moment car Ji-Yoon a gaspillé tout son argent dans le magasin et n'a rien obtenu de bon. Ji-Yoon remercie Seung-woo du fond du cœur. Ano commence à mettre à jour Seung-woo sur la guerre en cours entre la Guilde des Croisés et l'Alliance de la Reconstruction. Il s'avère que la Guilde des Croisés est en train de gagner, et maintenant l'Alliance de la Reconstruction ne dispose plus que d'une seule forteresse. Seung-woo se souvient que précédemment, la notification indiquait que lorsqu'une guilde perd un total de 3 forteresses, un buff d'attaque et de défense de 30% sera accordé aux gagnants pendant 7 jours. Lorsque la guerre a commencé, l'Alliance de la Reconstruction a pris le dessus grâce à une attaque surprise, mais il semble que la Guilde des Croisés ait renversé la situation. Il y a quelque chose dont Seung-woo est sûr, ces deux guildes ne sont pas assez fortes pour représenter une menace pour lui, car il est maintenant dans une ligue complètement différente. Eux c'est le PSG en Ligue des Champions, nous c'est le Real. Pour l'instant, il continuera à faire pousser l'arbre monde et à prendre le contrôle du serveur coréen. Avec cela, il se rapprochera de la cause de ce phénomène et trouvera un moyen de le réparer. Pendant ce temps, de l'autre côté, la dernière forteresse de l'Alliance de la Reconstruction vient d'être détruite. Seong-min annonce qu'ils ont enfin gagné la guerre. Le procureur fait une déclaration officielle concernant la bataille de la zone métropolitaine. Dans sa déclaration, il dit que ceux qui font déjà partie de la faction ont déjà reçu la nouvelle via le système, mais la faction des anges dont la guilde principale est la nôtre, la guilde de libération, a gagné la bataille de la zone métropolitaine. Cependant nous poursuivons toujours la paix et l'unité, et à ce titre nous ne souhaitons pas capturer les autres par la force brute. Cette annonce s'adresse à la faction des démons. Si vous êtes prêts à abandonner ce combat sans signification, alors annoncez officiellement votre reddition et acceptez les ordres suivants de la guilde de la libération. Le procureur leur donne 24 heures pour prendre leur décision finale. Ano dit que cette guerre s'est terminée si facilement, et il dit que peut-être le procureur prévoit de créer une union de sa propre initiative. Seung-woo dit qu'il y a plus à cette quête, car cette quête s'appelle la bataille de la zone métropolitaine. Soudainement, une quête appelée Bataille de la zone métropolitaine 2 apparaît en même temps et stipule que les 3 factions présentes sur le serveur coréen doivent y participer. Les récompenses pour cette quête sont 5 boîtes d'objets de rang légendaire. La première faction à faire un raid et à conquérir le grand donjon de l'antre du roi dragon sur la montagne de Bukan gagnera. Cet événement commencera dans 35 heures et chaque faction pourra entrer dans le donjon à partir d'un point différent. Ji-Yoon dit que le système ne laisse jamais passer une occasion de faire souffrir les humains et elle demande à Seung-woo s'ils vont participer à cette quête. Seung-woo dit qu'ils vont participer car cela marque le début de la guerre des 3 factions. La montagne de Bukan est une simple zone de montagne sans rien d'intéressant. Tout à coup, des lianes commencent à sortir des rochers. Ces lianes se transforment bientôt en arbres géants. Une journaliste qui se trouvait près de la montagne de Bukan rapporte le développement actuel. Il s'avère que la géographie de la montagne de Bukan a complètement changé. Le sommet de la montagne de Bukan est recouvert d'un énorme dôme qui ressemble à une forêt dense et qui ne laisse pas passer un seul rayon de soleil. Tout à coup, une partie de la montagne explose et un énorme serpent apparaît. La journaliste annonce qu'en seulement 34 heures, les 3 factions vont participer à l'événement et s'affronter, et elle est curieuse de voir quel côté va gagner. Seong-min dit qu'ils n'ont maintenant plus d'autre choix que de se battre contre le nécromancien. Le procureur n'est pas sûr qu'ils vont gagner, mais tant qu'ils sont à la merci du système, il y a de fortes chances qu'ils se battent contre Seung-woo à l'avenir. Le procureur n'est pas le seul inquiet face à cette situation, il y a aussi les autres membres de la guilde de la libération. Le procureur frappe le poing sur la table en disant qu'il ne prévoit pas de perdre cet événement. Heureusement, la faction des démons a perdu son pouvoir lors du dernier événement et ils peuvent maintenant concentrer leur attention sur le nécromancien. Pendant ce temps, Seong-min dit qu'elle va commencer à préparer quelques contres pour le nécromancien et son armée de morts-vivants. En même temps, Seong-min trouve quelque chose de bizarre. Il s'avère qu'une force de soutien a rejoint la faction des démons.
Une autre guilde appelée la Guilde de la Résistance, qui compte 12 454 membres, va participer à cette guerre. Leurs représentants annoncent que 254 membres de leur guilde participeront à ce raid. Du côté de la faction des démons, la plupart des joueurs ne les connaissent pas car tout ce temps, ils étaient occupés à survivre dans les montagnes de Tabaek. C'est une zone remplie de monstres multiples ainsi que d'un seigneur de guerre. Ils se sont battus sans arrêt jusqu'à récemment, et ils sont finalement sortis victorieux. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont aller sur un nouveau champ de bataille et gagner à nouveau. Après un certain temps, le système annonce un événement de pari. La faction gagnante recevra 1% du montant total des paris comme prix. De l'argent sera versé sur la base du taux de dividende, à l'exclusion de 1% du prix en argent pour la faction gagnante. Le procureur devient en colère après avoir entendu cela car il pense que le système joue avec leur vie. Sengwo suggère qu'ils devraient commencer à faire semblant d'être faibles afin que les gens pensent qu'ils vont perdre. Alors ils décident de confier cette mission difficile à leur expert en propagande, Anno, et ce dernier accepte. Jisoo-yoon dit que cette chose de pari est mal, mais Anno la remet à sa place en disant qu'elle devrait être la dernière personne à le dire car elle a gaspillé tout son argent dans ses magasins de jeux de hasard, elle commence à se sentir mal. Pendant ce temps, Sengwo lui demande comment il devrait faire semblant d'être faible, Anno dit qu'ils peuvent utiliser ces personnes. En même temps, la Guilde de la Libération est convoquée par le procureur. Il annonce qu'ils mèneront le raid dans le donjon de la montagne de Bukan pour s'assurer la victoire. Étant donné qu'ils ont reçu un buff de 30% après la dernière mission, ils sont actuellement les plus susceptibles de gagner les items légendaires. Les objets qu'ils recevront sera partagés avec les groupes participants à l'Union des joueurs métropolitains, qui est en train d'être créée. Le chat soutient également la Guilde des Croisés, car le nécromancien ne prend jamais de joueurs de bas niveau, mais la Guilde des Croisés accepte même les personnes qui ne leur sont d'aucune utilité. En même temps, la Guilde de la Reconstruction fait une annonce, le président de la Guilde de la Reconstruction fait une apparition publique. L'un des reporters le reconnaît comme étant le président Sherman Yongwan. Sherman Yongwan a obtenu le titre de bulldozer, même avant que le monde ne se transforme en jeu il était assez riche et il avait une réputation sulfureuse. Il déclare que s'ils savent qui il est, alors ils doivent probablement savoir à quel point il a contribué à la croissance de ce pays. Tout comme ils ont élevé leur pays par le biais des affaires, ils mèneront également la renaissance de la faction des démons. Et ils ne sont pas les seuls dans la faction des démons. D'après ce qu'il sait, il y a de nombreux joueurs à Bukan qui appartiendraient à la faction. Ils aimeraient entrer en contact avec eux et ils sont prêts à leur fournir des objets de récompense de cet événement. En plus de cela, un objet légendaire sera donné à un joueur indépendant qui choisira de les rejoindre. La méthode est simple, ils doivent conserver et sécuriser leurs paris et s'enrôler à la faction des démons. Il ajoute que plus de détails seront annoncés sur la page communautaire. Le chat adhère rapidement à la promesse du président et ils sont impatients de rejoindre la faction des démons. Un inconnu publie un fil de discussion indiquant qu'il est à l'extérieur de la base principale de la troisième faction et qu'il peut voir de la fumée sortir. Sa cachette est près de la ville de Suwon et en passant, il est tombé sur un énorme nuage de fumée. Cela pourrait être une attaque surprise, il peut même entendre des gens se battre. Il n'est pas sûr mais sans doute que quelqu'un les a attaqués alors qu'ils avaient baissé la garde en raison de la prochaine bataille. Le chat ne croit pas cela car ils connaissent la véritable puissance du nécromancien, mais Anno leur dit à travers un faux conte qu'il a vu des gens partir après cette invasion. Les dégâts sont assez importants et il semble que le nécromancien ait été pris au dépourvu. Cette nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur l'ensemble du serveur coréen. Le chat prédit maintenant que peut-être que le nécromancien est mort ou qu'il est gravement blessé et certains disent même que celui qui l'a attaqué est un joueur solitaire surpuissant. En quelques minutes, les habitants de l'île, y compris la cavalière Griffon, en viennent à la conclusion que c'est une arnaque. Le lendemain, Anno a obtenu un studio, tout en préparant la section de commentaires sur ce poste de propagande qui se déroule comme il le souhaitait, et maintenant il veut obtenir des acteurs à la ville de Suwon. Il parvient à convaincre les prisonniers assassins pour cette tâche. Leur chef est un peu hésitant, car il sait que leur entreprise n'aimera pas cela car il valorise le crédit, et le fait de s'impliquer dans des tactiques de manipulation ternira leur réputation. Le lancier Kyongso lui dit que peu importe si l'entreprise aime cela ou non, ils se feront écraser la tête s'ils refusent d'effectuer ce travail. En plus de cela, s'ils font quelque chose de drôle, alors Sengwo ressuscitera leur corps mort et les fera souffrir pour l'éternité. Le chef de l'escouade d'assassins accepte de coopérer après avoir jeté un seul regard à Sengwo. Avec cela étant dit, le chef de l'escouade des assassins vient sur scène et ils annoncent qu'ils ont porté un coup dur au nécromancien et à sa ville. En même temps, la Guilde de la Libération publie une déclaration officielle indiquant que ceux qui font déjà partie de la faction doivent avoir reçu la nouvelle par le biais du système. Mais il annonce que la faction des Anges, dont l'axe principal est la Guilde de la Libération, a remporté la première bataille de la zone métropolitaine. Cependant, ils poursuivent en fin de compte la paix et l'unité, et à ce titre, ils ne souhaitent pas capturer les autres par la force. Cette annonce s'adresse à la faction des démons.
Si vous êtes prêt à abandonner ce combat sans signification, faites votre reddition par une annonce officielle et suivez les instructions de la Guilde de Libération. Nous vous accorderons 24 heures pour décider et il ne reste plus qu'un jour. Les gens ont parié le plus sur la faction des anges avec 69 millions de pièces d'or, la faction des démons est en deuxième position avec 63 millions de pièces d'or, tandis que la troisième faction n'a que 4 millions de pièces placées sur elle. Anno dit que le nombre de personnes qui parient sur eux a considérablement diminué, mais qu'il reste encore des personnes qui ne sont pas tombées dans cette propagande. Sengwo dit que ces personnes doivent être plutôt douées pour dire quelles sont les fausses nouvelles sur les médias sociaux. Il informe son parti qu'ils se dirigeront vers la montagne de Bucan le plus tard possible, afin que les gens puissent penser qu'ils ne se présenteront même pas. Anno s'excite et dit qu'il ne peut pas attendre pour montrer sa forme d'Azura sur le terrain. Le lendemain, la Guilde de la Libération se dirige vers la montagne dans leurs hélicoptères. Après être entrés dans la zone de compétition, ils reçoivent une notification indiquant que le meurtre de joueurs n'est pas autorisé dans cette zone. Dans le cas où quelqu'un attaque un autre joueur, il sera automatiquement déclaré mort. Les factions d'anges et de démons se font face à l'extérieur de l'entrée et commencent à s'insulter mutuellement. La Guilde de la Résistance est également présente et les croisés commencent à se moquer d'eux en disant qu'ils sont des introvertis de la montagne qui n'ont combattu que des monstres sans nom dans leur propre maison et qu'ils ne contribueront à rien dans ce raid réel. Les joueurs de la Guilde de Résistance leur répondent en disant qu'ils ne cracheront pas ces mots fantaisistes une fois qu'ils auront planté leur cible sur leur front. Il reste maintenant 1 heure et 10 minutes avant que le minuteur ne soit épuisé, les factions de démons et d'anges se sont rassemblées à la montagne. Le reporter dit que peut-être que le nécromancien a vraiment subi des dommages irréversibles, tout comme la société des assassins l'a affirmé. Un assistant chauve dit au présentateur de nouvelles de regarder en l'air. Tous les joueurs sont émerveillés après avoir vu quelque chose dans les airs. Il s'avère que Sengwo s'est joint à la fête avec son escadron de wyverns. Ils atterrissent près des autres joueurs. Les joueurs peuvent clairement voir qu'ils ont l'air bien, contrairement aux rumeurs. Le reporter demande à Sengwo s'il peut avoir une interview avec lui. Sengwo passe devant elle sans lui répondre. Le reporter continue à supplier Sengwo pour une réponse, mais elle ne reçoit aucune réponse. Le reporter et son équipe deviennent furieux et commencent à maudire Sengwo derrière son dos. Sengwo se dirige vers le procureur et ils font tous les deux une impasse. Le procureur dit qu'il n'a aucune idée de ce qui peut se passer à l'intérieur de la grotte, mais tant qu'ils ne se croisent pas, ils n'auront pas à se battre les uns contre les autres. En réalité, le procureur ne veut pas blesser Sengwo, car ils étaient alliés dans le passé et il lui doit beaucoup, mais si les choses en viennent aux mains, alors ils sont tous les deux prêts à prendre la vie de l'autre. Les membres de la faction des démons se demandent ce qui a bien pu se passer entre ces deux gros bonnets. Leur chef est un peu furieux car il sait maintenant que le nécromancien n'a pas du tout été attaqué et que tout cela était de la propagande faite par lui. Il dit également que le nécromancien est un sac à merde glissant car même dans ces temps difficiles, ce gars-là ne pense qu'à l'argent. L'un de ses assistants ouvre un étui contenant 4 flèches de sang divin. Leur rang est inconnu et elles ont été produites par un joueur. Ces flèches peuvent concentrer une forte puissance divine et elles infligent des dégâts supplémentaires aux attributs de mort-vivant. En cas de coup réussi, elles infligent 2000% de dégâts et appliquent un effet de purification fatale sur les morts-vivants. Sa description indique que cette arme a été créée après de longues recherches et des améliorations, et personne ne croira si on lui dit que cet objet a été créé en faisant bouillir 10 prêtres vivants. Elle infligera un coup critique si elle touche le cœur du nécromancien en utilisant la compétence de marquage. Le président informe ses subordonnés qu'ils ne disposent que de 4 flèches et qu'ils doivent les utiliser correctement. Le membre de la Guilde de la Résistance est plutôt impressionné par cet objet de haut niveau. Le président les met en garde contre le fait de ne jamais sous-estimer le nécromancien. Le moment où ils manqueront leur première flèche, le nécromancien sera en alerte et ils ne pourront plus le surprendre avec les autres. Le membre de la Guilde de la Résistance dit que cet objet est un contrepoids parfait pour le nécromancien et demande d'où il l'a obtenu. Le président lui dit qu'il n'est pas obligé de lui révéler sa source. Ceci dit, la Guilde de la Résistance dit au président de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, et le président les met en garde contre le fait que le nécromancien n'est pas le seul à craindre. La femme épéiste à côté de lui est également assez forte. Cette fille est au rang 5 dans le serveur coréen et elle n'est pas arrivée à ce rang élevé uniquement avec l'aide du nécromancien. Dans la vidéo où ils ont balayé les pirates, elle a vaincu à elle seule la bête qui anéantissait les chars. La situation peut changer en fonction de cette fille, alors le président lui dit de s'occuper d'elle en premier une fois que la bataille aura commencé. Pendant ce temps, de l'autre côté Sengwo se rend à l'entrée qui est marquée pour la 3e guilde. Sengwo dit qu'il est agréable que chaque faction ait sa propre entrée et Anno dit qu'il se sent un peu laissé de côté, comme si personne ne le considérait comme une menace. Après un certain temps, la prédiction de Paris gagnant prend fin. La faction des anges est à 170 millions de pièces d'or, tandis que la faction des démons est à 163 millions de pièces d'or, et la 3e faction est en dernière position avec 95 millions de pièces d'or.
Un total de 400 millions de pièces d'or a été placé dans cet événement et la faction gagnante recevra 4 millions de pièces d'or. La plus grande somme d'argent placée sur la troisième faction a été dépensée par Sengwo et ses alliés et s'ils gagnent, ils recevront beaucoup d'argent en retour. Un total de 70 millions de pièces d'or a été placé par la troisième faction et ils recevront environ 296 millions de pièces d'or une fois qu'ils auront gagné ce raid. Et sa faction est désavantagée lorsqu'il s'agit de collecter des fonds, car il s'agit d'un petit groupe de joueurs d'élite. À des moments comme celui-ci, ils prendront l'argent des autres factions peu à peu pour faire croître leur économie. Cela étant dit, le minuteur se termine et Sengwo entre dans le repère du roi dragon avec son groupe. À leur entrée dans la grotte, ils sont accueillis par un flash de lumière vive. Une notification du système apparaît, les informant qu'ils sont entrés dans le donjon à grande échelle appelé le repère du roi dragon. Ils ne peuvent pas partir avant que le raid ne soit terminé. Il y a très peu de lumière dans le donjon et il y a une ambiance de terreur autour d'eux. Il y a de très grands arbres d'apparence anormale dans le donjon. Une notification apparaît, leur indiquant qu'ils sont au premier étage et qu'ils doivent trouver une clé pour l'étape suivante. Ils doivent attraper le gorille ombragé qui a la clé et passer à l'étape suivante. Pendant qu'ils se déplacent, Anno dit que peut-être que ce gorille ombragé sera un vrai homme avec une perceuse. Jisoo-Yoon l'informe que gorille ombragé fait référence à un singe. Anno demande si ce mot est d'une langue étrangère, mais Jisoo-Yoon l'informe que ce mot est coréen et Sengwo, dans son esprit, pense que Anno lui-même est un étudiant universitaire en arts libéraux et qu'il ne connaît pas cela. Sengwo dit que faire face à des singes dans cet environnement ne sera pas facile. Il est sur le point de dire quelque chose d'autre, mais ils sont interrompus par un cri de détresse. Sengwo dit que les autres factions doivent avoir pris contact avec les monstres. Il s'avère que la faction des démons se bat contre quelque chose, les gorilles ombragés les attaquent depuis les arbres, mais leurs flèches ne font pas beaucoup de dégâts à ces derniers. Les gorilles ombragés sont assez rapides et ils esquivent facilement leurs projectiles. Ils entrent dans la formation d'une des escouades de la faction des démons et déchirent les joueurs en morceaux. Pendant ce temps, la faction des anges est également prise en tenaille par les gorilles ombragés. Les croisés sont en sécurité derrière leur mur de boucliers, mais ils doivent sortir et appâter ces bêtes s'ils veulent obtenir la clé. Tous les gorilles ombragés ne posséderont pas la clé et ils ne savent pas combien de pertes en vie humaine ils subiront avant d'obtenir la clé. Tout à coup, une notification apparaît indiquant que la troisième faction a obtenu la clé. Le procureur est incrédule, car obtenir la clé si vite est presque impossible.